Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'apprentissage du français et je vais essayer de répondre à la question quand est-ce qu'il faut commencer à parler? Quand est-ce qu'il faut commencer à pratiquer l'expression? C'est un sujet qui fait souvent débat, il y a souvent des débats sur ce sujet parce qu'il va y avoir des personnes qui vont dire il faut attendre au maximum avant de parler et d'autres personnes qui vont dire il faut tout de suite commencer à parler dans la langue pour apprendre. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette question et je vais essayer de vous donner mes réponses. Et pour ça, je vais structurer la vidéo en plusieurs parties. Partie 1, l'apprentissage des langues, c'est comme un iceberg. Donc ça, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Deuxième partie, mon expérience personnelle avec le japonais. Donc, avec le japonais, j'ai utilisé une méthode et je vais vous expliquer laquelle. Je vais vous expliquer la méthode que j'ai utilisée. Partie 3, mon expérience avec le portugais. Donc, j'apprends le japonais et le portugais. Et pour ce qui est du portugais, dans le cas du portugais, j'ai utilisé une méthode un peu différente. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait et pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça. Et enfin, la dernière partie, ça sera mes recommandations. Ce sera une conclusion avec mes recommandations pour répondre à cette question. Si ça vous intéresse, le script est disponible gratuitement sur mon Patreon. Et je vous mets le lien dans la description. Donc pour cette première partie, j'avais envie de parler de l'apprentissage des langues comme un iceberg. Donc un iceberg, c'est ces grands morceaux de glace au milieu de l'océan. Et du coup, la particularité en fait d'un iceberg, c'est qu'il y a une partie sous l'eau et il y a une partie en dehors de l'eau. Et c'est ça qui va nous intéresser. En fait, en français, il y a une expression qui dit la face cachée de l'iceberg. La face cachée, donc c'est la face sous l'eau, c'est la face qu'on ne peut pas voir parce qu'elle est cachée sous l'eau. Cette expression, en fait, souvent on l'utilise pour parler d'une partie invisible d'un problème. Si je parle d'un sujet, si je parle d'un problème, mais que je ne parle pas d'une partie entière, on va dire que c'est un peu la partie cachée du problème et on va appeler ça la face cachée de l'iceberg. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'en fait, dans l'apprentissage des langues, c'est la même chose. Il y a deux parties. Il y a l'immersion et il y a l'expression. Enfin, il y a la compréhension et il y a l'expression. Quand on pense à l'apprentissage d'une langue, la partie visible, c'est en fait de pouvoir parler la langue. Ça, c'est en fait, si vous dites à tout le monde « j'apprends le japonais » mais que vous ne pouvez pas parler, tout le monde va se dire bah, en fait, il ne connaît pas, enfin, il n'a pas appris le japonais. Tout simplement parce que c'est la seule partie qui est vraiment visible. La partie de la compréhension, c'est invisible en fait. Les personnes autour de vous ne peuvent pas savoir si vous comprenez bien ou pas une langue. Ils peuvent savoir, mais c'est moins visible que l'expression. Et en fait, pour qu'un iceberg flotte, il y a une statistique qui dit que 90% de l'iceberg est sous l'eau. Et en fait, dans l'apprentissage des langues, c'est un peu la même chose. Souvent, il y a cette phrase qui dit « je comprends, mais je ne peux pas parler ». Et ça, c'est normal. C'est tout à fait normal pour la simple et bonne raison qu'on a une plus grande connaissance passive. On connaît plus de mots, on reconnaît plus de mots qu'on ne peut utiliser. Même les natifs, c'est comme ça, même pour les natifs. Je suis français et donc quand je parle, j'utilise environ 10 000 mots. 10, 15, jusqu'à 20 000 maximum, je pense, mots.
Mais quand je lis un livre, en fait, je comprends 30 à 40 000 mots. Bon, les statistiques ne sont pas hyper précises, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est que on comprend beaucoup plus de mots qu'on utilise. Quand je parle, j'utilise un vocabulaire beaucoup moins large, beaucoup plus restreint, et j'utilise beaucoup moins de mots. Si demain, j'essaye de lire un livre assez compliqué, on va dire du Marcel Proust, il va y avoir beaucoup de mots que je n'utilise jamais, mais je vais quand même comprendre. Sur l'iceberg, la partie sous l'eau est beaucoup plus grosse que la partie visible. L'apprentissage des langues, c'est la même chose. La partie de compréhension elle est naturellement beaucoup plus large que notre partie d'expression. Ce qui est logique, si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas utiliser vous-même ces mots. C'est tout à fait logique. Et du coup, en fait, quand on se pose la question quand est-ce qu'on peut commencer à parler, déjà, il faut construire la base. Il faut pouvoir utiliser des structures de phrases, des mots de vocabulaire qu'on comprend. Si on essaye d'utiliser quelque chose qu'on ne comprend pas, ça ne peut pas marcher. Et du coup, c'est pour ça qu'en général, il y a toujours une partie compréhension, puis expression. Input et après output. Et ça, c'est valable pour toutes les langues. Dans toutes les langues, il faut quand même avoir une base, il faut quand même construire la partie qui n'est pas visible, la partie invisible, la partie de l'iceberg qui est sous l'eau, avant de construire la partie visible, donc l'expression. Il faut travailler la compréhension et après, vous pouvez travailler l'expression. Ça, c'est l'ordre naturel, c'est l'ordre logique. Et maintenant, du coup, la question, c'est quand est-ce qu'on commence à construire la partie visible de l'iceberg? Quand est-ce qu'on commence à parler et à s'entraîner pour parler? Et du coup, pour ça, je vais prendre l'exemple du japonais et du portugais, qui sont deux langues très différentes, et je vais vous montrer pourquoi c'est important, pourquoi c'est intéressant de regarder ces deux langues. Ma première expérience, c'est avec le japonais. À l'école, j'ai appris l'anglais et l'espagnol, mais ma vraie première expérience en autodidacte, donc quand j'étudie par moi-même, quand j'étudie tout seul, c'est avec le japonais. Et en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'apprentissage du japonais, j'ai regardé sur Internet comment devenir fluent en japonais en 4 mois. Bon, j'ai trouvé des méthodes miracles, mais en fait, je me suis intéressé plus sérieusement à l'apprentissage des langues. Et notamment, il y avait la méthode du comprehensible input. C'est très à la mode, mais le comprehensible input, je vais plutôt dire l'apprentissage par immersion. Ça consiste à regarder, à lire énormément de contenu dans la langue que vous voulez apprendre. L'objectif, c'est d'avoir un contenu que vous pouvez comprendre pour construire votre compréhension. Il faut comprendre, il faut que ce soit un peu difficile pour apprendre de nouveaux mots, etc. Et en fait, l'immersion, c'est construire la partie immergée de l'iceberg. Immergé, ça veut dire qui est sous l'eau. Ça veut dire dans. Immersion, c'est quand on est dans la langue. Immergé, c'est la partie qui est dans l'eau, qui est dans la mer. Et ça, du coup, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'apprentissage du japonais, très rapidement, je voyais tous les gourous de l'apprentissage des langues qui disaient « il ne faut absolument pas parler dès le début. Il faut attendre au maximum avant de faire de l'expression, avant de faire de l'output. Il faut se concentrer à 100% et uniquement sur la compréhension avant d'essayer de faire de l'expression. » Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, c'est assez logique pour le japonais, parce que le japonais, je n'avais zéro connaissance et il n'y a aucune similitude avec le français. Une similitude, c'est des points de ressemblance. Il n'y a aucun point commun entre le français et le japonais.
Et donc, forcément, quand j'ai commencé à m'intéresser au japonais, ma compréhension était de zéro. Je ne comprenais rien et il n'y avait même pas des mots que je pouvais comprendre indirectement. Si vous parlez anglais, il y a sûrement beaucoup de mots français où vous vous dites « Ah oui, d'accord, je pense comprendre ce mot ». Il y a des faux amis. Un faux ami, c'est un mot qui ressemble mais qui ne veut pas dire la même chose. Mais il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Pour le japonais, ce n'est pas du tout le cas. C'est complètement différent et c'est assez évident. Et du coup, pendant 3 ans, j'ai fait de l'immersion. Pendant 3 ans, je ne faisais que de la compréhension. Je n'essayais pas de parler, je ne faisais que regarder des vidéos, écouter des podcasts, lire des textes, etc. Au bout de 3 ans, avec ma femme, on est parti 1 an au Japon. Et en fait, à ce moment-là, forcément, j'ai commencé à essayer de parler. Alors, c'est hyper frustrant. J'avais beaucoup de frustration parce que quand on comprend mais qu'on ne peut pas parler, c'est très frustrant. On a l'impression de comprendre mais en même temps de ne pas pouvoir interagir. Et ce n'est pas une situation très agréable. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que le conseil des personnes qui est de dire attendre le maximum avant de parler, en fait, j'ai compris pourquoi il donnait ça comme conseil. J'ai compris pourquoi il donnait ce conseil. Tout simplement parce que quand on construit la partie immergée de l'iceberg, quand on construit la partie invisible, notre compréhension, en fait, on crée des automatismes, on crée des patterns et ce qu'on peut appeler aussi des chunks. Je vais expliquer ce que c'est. Et du coup, quand on commence à parler, notre progression pour l'expression, notre progression pour parler, elle est plus rapide en fait, parce qu'on a déjà beaucoup de connaissances passives, c'est une connaissance passive, la compréhension, mais quand on essaye de parler, eh bien, on peut activer plus facilement ces connaissances. C'est en fait, si je vous dis de construire l'iceberg avec la face visible la plus grosse possible, en fait, il faut commencer par construire la partie qui est sous l'eau pour ensuite pouvoir faire une grande partie en dehors de l'eau. Je ne sais pas si l'exemple est très parlant, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Et c'est ça la compréhension, c'est construire la base solide pour ensuite pouvoir construire la partie visible. Et ça peut être un peu frustrant parce que quand on dit j'apprends le japonais, moi ça faisait 3 ans que je disais à tout le monde j'apprends le japonais tous les jours, etc. Et que à un moment je dois parler et que je suis là watashi wa et que j'ai du mal à parler, les gens autour de moi ils se disent mais qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 ans? Parce qu'en fait ils ne voient que la partie visible et du coup ils se disent mais je ne comprends pas, vous apprenez depuis 3 ans et vous ne pouvez pas parler. Et je me rappelle, mon beau-frère m'a dit cette phrase. Il m'a dit, mais je ne comprends pas, ça fait 3 ans que tu apprends et tu ne peux pas parler. Et moi, sur le moment, je me disais, ouais, je suis nul, j'ai rien fait. Enfin, mon apprentissage pendant 3 ans n'a pas été efficace. Je me disais ça. Et en fait, avec du recul, c'est faux. C'est efficace parce que vous créez des automatismes, des patterns et des chunks. Les chunks ou les patterns, c'est des morceaux de phrases qui deviennent automatiques. Et ça, c'est important parce que même si vous apprenez du vocabulaire, si vous n'avez pas ces blocs, en fait, vous n'allez pas réussir à parler avec fluidité. Vous allez parler, ça va être compliqué. Si je prends une phrase comme « j'ai pas trop envie d'aller au resto ce soir », et je n'ai pas trop envie d'aller au resto ce soir. Là, en fait, vous avez un bloc. C'est j'ai pas trop envie de. Je n'ai pas trop envie de. Techniquement, vous connaissez sûrement tous les mots de vocabulaire de ce morceau. Mais en fait, quand c'est dit d'un coup comme ça peut être un peu... vous pouvez ne pas comprendre en fait, parce que
j'ai pas trop envie d'aller au resto ce soir. I don't have, I don't, la traduction, ça serait I don't really want to go to the restaurant tonight. Mais I don't really want et je n'ai pas trop envie, ce n'est pas vraiment une traduction parfaite, enfin, ce n'est pas une traduction directe. Et en fait, si vous voulez parler correctement, enfin, si vous voulez parler naturellement, il faut commencer à s'approprier ce genre de bloc. Et ça marche par l'expression, parce que quand vous allez entendre plusieurs fois une personne, enfin plusieurs personnes dans des podcasts, dans des textes différents, les personnes dire « Ah, ouais, j'ai pas trop envie d'aller en Espagne cet été, j'ai pas trop envie de partir en vacances, etc. » À force d'avoir de la répétition dans la compréhension, vous allez enregistrer un peu ce chunk, vous allez enregistrer ce bloc, et quand vous allez commencer à parler, quand vous allez activer, si vous arrivez à activer ce bloc, ça va venir beaucoup plus naturellement. Et personnellement, c'est ce qui s'est passé avec le japonais. Alors, ce n'est pas magique, hein, ce n'est pas un claquement de doigts, comme on dit. Un claquement de doigts, c'est quelque chose qui réussit d'un coup. Ce n'est pas ça, mais en tout cas, ça aide à avoir l'impression, enfin à construire son expression plus naturellement. Et donc c'est pour ça que c'est important de construire la compréhension avant l'expression. Le problème, c'est que quand on fait de la compréhension, le risque, c'est d'être trop passif en fait, de voir de l'information mais de ne pas l'enregistrer. Si on est trop passif, ce n'est plus vraiment efficace. Et donc pour ça, je vais vous parler de mon apprentissage du portugais dans cette troisième partie. En fait, quand j'ai commencé à apprendre le portugais, je me suis dit, je vais faire exactement la même chose qu'en japonais. C'est-à-dire que je vais faire un maximum d'immersion et dans 6 mois, 1 an, je vais parler. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que très vite, je me suis ennuyé en portugais, tout simplement parce que la langue est très similaire au français. Et du coup, j'avais l'impression de comprendre des contenus natifs, alors que c'est censé être dur. Et en même temps, je n'avais pas l'impression de progresser parce que, je sais pas, c'était un peu frustrant parce que j'avais l'impression que ça n'avançait pas. Je n'avais pas l'impression d'avancer, de progresser. Et ça, en fait, la raison, c'est que le portugais, comme c'est très similaire au français, en fait, j'ai déjà une base sous l'eau. Là, mon iceberg, il y a déjà une base sous l'eau. Peut-être que les mots de vocabulaire ne sont pas les mêmes, ou ne sont pas exactement les mêmes, mais la structure des phrases est la même. Il y a des expressions qui sont identiques. Par exemple, en français, pour parler au futur, on peut utiliser le futur proche, c'est-à-dire aller plus un verbe. Je vais manger, je vais parler portugais. Et en portugais, en fait, c'est exactement pareil. Eu vou falar português. Eu vou falar português. C'est la même structure que je vais parler portugais. Et donc ça, en fait, peut-être que je ne connais pas forcément, mais c'est déjà une base qui existe. Et donc, au début, quand je ne parlais pas du tout portugais, j'avais l'impression de ne pas vraiment apprendre. Et en fait, quand j'ai commencé à parler, je me suis rendu compte que toute la partie très passive de l'immersion, le fait de parler, d'écrire, ça me permettait de mieux mémoriser, de m'approprier le vocabulaire et de m'approprier les blocs, les structures de phrases, etc. Et ça, c'est hyper important et c'est un argument pour dire qu'il vaut mieux commencer assez vite à parler. C'est que quand on fait de la compréhension, on est passif, on ne s'approprie pas vraiment les informations. Et si on ne s'approprie pas les informations, le vocabulaire, etc., on mémorise beaucoup moins. C'est beaucoup moins efficace pour la mémorisation. Et du coup, ce que j'ai fait avec le portugais, c'est que j'ai continué la compréhension, mais dès qu'il y avait un mot, une expression que je ne comprenais pas, j'essayais de l'utiliser moi-même. J'essayais de me l'approprier et de créer mes propres phrases en portugais.
Et du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je fais cette immersion et qu'à côté, j'essaye d'utiliser les mots pour moi-même. J'essaye de me créer des exemples. Et cette méthode, je l'utilise aussi maintenant pour le japonais. C'est-à-dire que quand il y a un nouveau mot de vocabulaire, j'essaye de l'utiliser. Si je lis un article sur la politique japonaise, par exemple, je vais essayer d'utiliser le vocabulaire pour parler de la politique française. Je vais me dire, il faut que j'explique la politique française à un japonais. Et en fait, je pense que le piège, c'est qu'au bout d'un moment, la compréhension, on peut avoir l'impression de tout comprendre, sauf que ce n'est pas forcément le cas. Il y a des structures de phrases qui sont assez sensibles, qui sont quasiment pareilles, mais qui ont des sens un peu différents. Et c'est ça où il faut faire attention, je pense, à la compréhension, c'est que ça ne devienne pas trop passif. Et au fond, c'est un peu bizarre parce que je pense que mon niveau de japonais est bien meilleur que mon niveau de portugais parce qu'en japonais, je peux avoir une discussion assez facilement, une discussion basique, alors qu'en portugais, j'ai encore du mal. Et c'est bizarre parce que actuellement, en portugais, j'étais au Portugal et je lis des romans. Donc là, je lis Taipan, c'est la suite de Shogun, qui est un très bon roman. Et c'est un énorme livre et le vocabulaire est c'est du vocabulaire assez spécifique. Mais en fait, j'arrive à comprendre parce que c'est très similaire, mais ça n'empêche que mon niveau de portugais est moins élevé que mon niveau de japonais. Alors qu'en japonais, je serais incapable de lire un livre comme celui-ci. Donc c'est pour ça, c'est un peu bizarre. Mais mon conseil, du coup, c'est que si vous commencez à avoir l'impression que votre immersion devient un peu trop passive, essayez d'activer les informations, essayez de parler, d'écrire sur des sujets. Ça peut être une conversation basique ou ça peut être un sujet d'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de l'écologie en France? Qu'est-ce que vous pensez de la politique? Par exemple, pour les niveaux DELF, B2, B1, B2 même, il y a beaucoup de notions de débat, de défendre ses idées, etc. Et du coup, ça, il faut vous créer des débats. Et ça peut être sur n'importe quel sujet. Ça peut être des sujets très spécifiques comme des sujets moins spécifiques. Par exemple, est-ce qu'un sac Louis Vuitton, ça vaut vraiment 5 000 €? Je ne pense pas. Quelle est votre opinion? Désolé pour le petit coup de stress ou de pression, mais voilà, c'est ce genre d'exemple qu'il faut pratiquer, je pense, parce que c'est là où vous allez essayer d'activer le plus possible du vocabulaire. Et du coup, pour finir, la conclusion et ma recommandation, c'est le premier point, c'est de faire ce que vous aimez. Ça, c'est hyper important parce que souvent sur Internet, on voit plein de méthodologies, mais si vous n'aimez pas utiliser cette méthodologie, ne le faites pas. Essayez autre chose parce que si vous n'aimez pas, vous allez arrêter et vous allez abandonner. Et une méthodologie, elle évolue au cours de l'apprentissage. Tout au long de votre apprentissage, la méthodologie va évoluer. Et donc ça, c'est hyper important parce que vous allez changer un peu d'approche, de technique au fur et à mesure. Mon deuxième point, c'est essayer de commencer par l'immersion, toujours. L'immersion, il faut que ce soit constant, il faut que vous travaillez votre compréhension le plus possible. C'est ça qui va être la base de votre iceberg, la base de votre niveau en français. Donc, continuez de pratiquer, restez, écoutez, regardez des vidéos, des podcasts, etc. Abonnez-vous à ma chaîne, regardez toutes les vidéos. Vous avez compris l'idée, mais ça, c'est important pour construire votre compréhension. Quand vous construisez votre compréhension, ça va vous aider pour ensuite parler. Et enfin, si vous sentez que ça devient trop passif, activez. Activez même pendant votre compréhension. C'est-à-dire que si pendant cette vidéo, vous avez vu un mot que vous ne connaissez pas, mettez pause, essayez de l'utiliser dans un exemple de votre propre vie. Et enfin, le dernier point, c'est que quand vous commencez à parler, ne vous mettez pas trop de pression. Quand j'ai commencé à parler japonais, j'étais déçu, j'avais beaucoup de frustration parce que je m'attendais à pouvoir parler plus facilement, mais ça vient avec un peu de travail, ça s'active et donc ne vous mettez pas trop de pression,
Pareil pour l'accent, si vous avez un accent pas très beau, ce n'est pas très grave. Le plus important, c'est que les personnes françaises vous comprennent ou les francophones vous comprennent. Et si quelqu'un ne vous comprend pas, il vous le dira. Donc ne vous inquiétez pas et continuez de travailler un petit peu tous les jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et un j'aime. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.